Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva. Dans les informations de ce jour, Madagascar fera face à la deuxième élection de cette année, à savoir les élections communales après les élections législatives. Si la Commission électorale nationale indépendante ou la CENI avait déjà proposé une date, le gouvernement n'a pas encore défini officiellement le calendrier des élections communales jusqu'à aujourd'hui. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé lundi dernier que le gouvernement a déjà reçu la proposition de date. Il est à noter néanmoins que ce gouvernement de Tse Christian devra démissionner sous peu. Reportage signé Naté Rakoutmav. Le mandat des maires et les conseillers municipaux dans tout Madagascar ont été prolongés, mandat qui aurait déjà dû prendre fin le 10 janvier 2024. En effet, le Premier ministre chef du gouvernement avait saisi l'avis de la Haute Cour constitutionnelle le 18 janvier 2024 pour la prolongation du mandat de ces maires jusqu'à la sortie de la date officielle des élections afin d'éviter une vacance au niveau des services publics. De plus, le pouvoir exécutif avait décidé de tenir les élections législatives avant les élections communales. Étant donné que les élections législatives ont été menées à terme, le pays se tournera dorénavant vers les élections communales. À cet effet, la CENI avait déjà proposé un calendrier pour les élections communales, dont les dépôts de dossiers de candidature devaient se faire à partir du 8 juillet, c'est-à-dire lundi prochain. Néanmoins, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore publié la date officielle, même si le Premier ministre a confirmé lundi dernier que l'élection des maires et des conseillers municipaux devait avoir lieu cette année. Pour en revenir au calendrier proposé par la CENI, les élections communales devaient avoir lieu le 6 novembre 2024 et la campagne devrait se dérouler du 10 octobre au 6 novembre. Cependant, il convient de rappeler que c'est au gouvernement de décider du calendrier définitif. À charge donc pour l'actuel gouvernement de définir ce calendrier avant que ses membres démissionnent, comme l'exigent les normes républicaines suite à la mise en place d'une nouvelle législature. Continuons dans ce page politique. 45 parmi les députés indépendants nouvellement élus soutiendront le gouvernement selon leur déclaration cet après-midi à Tsimbazaz. Ils formeront également un groupe parlementaire selon la déclaration faite par leurs représentants aujourd'hui. Dans un tout autre sujet, la société Jirama a procédé depuis hier au délestage tournant sur le réseau interconnecté d'Antananarivo. La raison en est, selon les explications, un problème d'approvisionnement en fioul lourd pour faire fonctionner les centrales thermiques. D'après les informations, le problème réside sur le retard dans l'arrivée des pétroliers et c'est pourquoi cette société publique est obligée d'économiser le carburant à sa disposition. Reportage de Anel Martina et Sech Indianapolis. Le délestage tournant est de nouveau appliqué sur le réseau interconnecté d'Antananarivo et ses environs. Un délestage d'une durée de 1h30 depuis ce mardi et s'est poursuivi aujourd'hui entre 13h et 17h et entre 22h et 4h du matin. Selon les informations de la société Jirama, le retard dans l'approvisionnement en fioul lourd qui assure le fonctionnement des centrales thermiques est à l'origine du problème. La Jirama a confirmé dans ce communiqué que le problème ne vient pas de l'entreprise, mais du retard dans l'arrivée des pétroliers, un retard de 8 jours. Cette entreprise est donc dans l'obligation d'économiser le carburant à sa disposition. Et la DGCF est une direction de contrôle financier sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Elle vérifie également si le service et les travaux publics sont en adéquation. Et cette année, la DGCF fête le 65e anniversaire du transfert de sa gestion au gouvernement. Reportage de Ruth Christelle Harkout-Malal sur les images de Yves Janel. La Direction générale du contrôle financier joue un rôle dans le maintien de la transparence et de la bonne gouvernance au sein de l'administration publique. Cet organe, placé sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances, est chargé de vérifier et de contrôler l'utilisation des fonds publics afin de garantir leur gestion efficace et transparente, explique le DGCF, l'inspecteur général de l'État, Rassa Velou. Le DGCF s'assure que les dépenses engagées par les entités publiques respectent les lois et les règlements en vigueur. Elle vérifie la légalité et la régularité des engagements des dépenses, des ordonnancements et des paiements. En plus du contrôle préalable, la DGCF effectue des audits et des évaluations périodiques pour évaluer l'efficacité de la gestion financière publique. Ces audits couvrent divers domaines, incluant les projets financés par des bailleurs de fonds internationaux. La Direction générale du contrôle financier est une institution clé pour la transparence et la bonne gouvernance.
En dépit des défis, elle continue de jouer un rôle déterminant dans le contrôle et l'audit des finances publiques. Une journée porte ouverte aura lieu à partir d'aujourd'hui à Faravouitch pour informer sur les tâches et les responsabilités de la DGCF. Il y aura également une conférence suivie d'un débat avec les acteurs du budget public le 26 juillet. En éducation, des étudiants en ingénierie de 5 établissements d'enseignement supérieur de Madagascar ont reçu des bourses de la Fondation Hiroshi Uchida Daiyo. Ces étudiants bénéficiaires ont été sélectionnés parmi les 5 étudiants les plus méritants. Chaque année, cette fondation collabore avec des établissements de l'enseignement supérieur public pour aider les étudiants malgaches. Et aujourd'hui, s'est tenue la remise officielle des bourses. Natera Koutmauf et Nzara Njiantsu nous en disent plus. Depuis 2004, la fondation Hiroshi Uchida Daiyo offre des bourses aux étudiants malgaches poursuivant des études supérieures. Les étudiants sélectionnés parmi les 5 meilleurs de leur université et instituts publics de toute la grande île sont concernés par l'attribution de la bourse d'un montant d'1 million d'ariars. Aujourd'hui, 5 étudiants ont reçu leur bourse de la fondation. Chaque année, des étudiants reçoivent des bourses de cette fondation. Depuis 2004, 65 étudiants en enseignement supérieur en ont déjà bénéficié. Mais depuis la création de la Fondation en 1997, 234 étudiants ont déjà pu bénéficier des bourses de la Fondation. Selon l'administrateur adjoint, au début, la Fondation Hiroshi Uchida Daiyo a octroyé des bourses aux élèves des lycées publics, mais depuis 2004, ils ont changé leur méthode pour permettre aux étudiants d'avoir la possibilité d'obtenir des bourses. L'association a pour vision d'augmenter le nombre d'étudiants bénéficiant de bourses chaque année. Il est également possible d'envisager d'augmenter le montant de la bourse, mais cela dépend des capitaux des partenaires, selon toujours les explications. Le directeur général de Daiyo Corporation, partenaire de la Fondation, a indiqué que la société prévoit également de recruter des étudiants malgaches ayant reçu la bourse après leurs études. Et la déviation au niveau du fleuve Mavav Ambilbe qui a été coupée lors du passage du cyclone Gamadé est ouverte depuis aujourd'hui. La route peut être empruntée par les voitures et les piétons, mais il y a encore des travaux à faire pour l'améliorer. C'est pourquoi il y a encore une organisation fixée par les autorités locales pour son utilisation. Cette déviation au niveau du fleuve Mavav est longue d'environ 700 mètres. Elle est ouverte à tout type de véhicules et piétons depuis aujourd'hui. La circulation ne sera toutefois ouverte que la nuit, de 18 h à 5 h du matin et le dimanche toute la journée. En effet, elle sera fermée la journée pour permettre de poursuivre l'aménagement du passage à gué. Ainsi, une organisation a été mise en place afin de mener à bien ces travaux d'aménagement. Par conséquent, le gouverneur de la région de Diana a exhorté tout un chacun à bien respecter les instructions. De ce fait, il est estimé que l'achèvement de cette route aura un impact sur la baisse des prix des produits de cette localité, car il n'y aura plus de transportement. Des contrôles de prix seront effectués par la région et la direction régionale du commerce. En tourisme, nombreux sont les produits artisanaux fabriqués à partir de cornes de zébu à Madagascar. Pourtant, peu de Malgaches sont intéressés par ces produits alors qu'ils sont fortement appréciés par les touristes étrangers. Reportage de Fadjesen Mireille. Intassou, elle est des artisans malgaches d'Imirtiatousk. Elle gagne sa vie en fabriquant des objets artisanaux à base de cornes de zébu, et cela depuis déjà de nombreuses années. Elle a hérité de ce travail de ses parents, mais elle a également acquis de nouvelles compétences en la matière. Selon elle, ce sont les touristes étrangers qui viennent à Madagascar qui apprécient le plus ces créations faites de cornes de zébu. De cornes se vendent entre 4 000 à 5 000 ariars selon ses explications. Et actuellement, il existe des pays étrangers qui importent des cornes de zébu en provenance de Madagascar. Les artisans malgaches lancent un appel au gouvernement pour la recherche de marchés à l'étranger afin de faciliter l'exportation de leurs produits. Cela aidera davantage les artisans dans la promotion de leur secteur d'activité, selon Mamien, un artisan malgache d'Antirabé qui, depuis 28 ans, fabrique des produits artisanaux à base de cornes de zébu. Ces produits s'écoulent relativement bien durant la haute saison touristique, c'est-à-dire de juillet à octobre, selon toujours les informations. Dans les actualités sportives, Anjiama Simanana Auréline a été élue présidente de la Fédération malagasy du sport équestre. Elle remplacera Christian Ramardon, l'ancien président, et dirigera la fédération pendant 4 ans. L'élection a eu lieu hier à Andeken, Routrissel Ragoutmelel et Yves Janel. De nombreux malgaches s'intéressent aux chevaux, notamment à l'équitation.
Il y en a aussi un bon nombre qui participent à des compétitions internationales et obtiennent de bons résultats au cours des 3 dernières années, selon Christian Ramardon, ancien président de la Fédération malagasy du sport équestre. Cependant, le problème réside dans le manque d'infrastructures telles que les pistes, outre le nombre insuffisant de cheval. La fédération a pour vision de pratiquer l'insémination artificielle pour multiplier le nombre de chevaux, selon la présidente de la fédération, Andjiamasmana Aureline. Il existe une coopération avec la Fédération internationale pour mener à bien ce projet. L'élection du président de la Fédération malagasy du sport équestre s'est tenue hier et Andjiamasmana Aureline présidera la fédération pour 4 ans. Passons à présent aux actualités internationales. La crise diplomatique entre le Bénin et le Niger se poursuit toujours. Les frontières sont toujours fermées entre les deux pays. Résultat, le deuxième plus grand marché du Bénin, situé à Malanville, tourne au ralenti. Reportage sur les images de France 24. Le deuxième plus grand marché du Bénin est censé grouiller de monde, avec des commerçants venus du Niger, du Nigeria, du Togo et du Burkina Faso pour écouler leurs marchandises. Mais depuis que la frontière avec le Niger est fermée, le carrefour commercial de Malanville est au bord de l'asphyxie. Réma Tousseni n'a jamais vu une situation économique aussi catastrophique. C'est les étrangers qui viennent acheter. Maintenant, il ne reste que nous seuls qui sommes dans la ville. Il n'y a pas d'étrangers. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc, qui va acheter? On supplie les deux présidents. Ils n'ont qu'à se comprendre. Comme les nombreuses personnes dont les revenus dépendent de l'effervescence du marché, Moussa Boubacar se retrouve sans emploi. Avant la crise, il faisait venir des produits céréaliers du Niger. J'ai toute une famille à nourrir à Malanville et j'ai 3 femmes. Si ça ne change pas d'ici là, je vais devoir rejoindre des amis, quitter Malanville. Pour continuer à importer du Niger, des produits très demandés comme la variété locale de haricots, certains grossistes utilisent la voie de contournement passant par le Nigeria. Problème, la rareté du produit et les frais de transport exorbitants font doubler les prix à l'arrivée. Aujourd'hui, il te faut au moins le double ou bien même le triple pour pouvoir s'approvisionner ici dans le marché de Malanville. Entre-temps, lorsqu'il n'y avait pas les fermetures de frontières, on vendait le sac d'haricots à 40 000, 42 000 francs. On disait que c'était très cher. Aujourd'hui, le sac d'haricots est à 75 000 francs. La crise économique à Malanville affecte tous les secteurs d'activité. Les transitaires de cette ville frontalière avec le Niger, tributaires de la route internationale entre Cotonou et Niamey, sont au chômage. Si la frontière est fermée, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous vivons un calvaire. Il n'y a plus rien. Plus rien également pour la majorité des jeunes qui vivaient de petits boulots autour du marché. Ousmane Amidou a vu son pouvoir d'achat chuter de 90% depuis que les échanges via le fleuve frontalier ont été interdits. J'ai pu laver 5 motos, bien 10 motos comme ça, 250 fois 10. C'est bon, c'est mieux que voler. Selon la municipalité, la collecte des taxes est désormais difficile. Le budget de la ville s'est effondré de 50%. Le pèlerinage à la Mecque cette année a été endeuillé par la mort de 1300 pèlerins qui ont succombé en raison des fortes chaleurs. Et en Tunisie, les autorités dénombrent 60 morts. Une majorité d'entre eux ne sont pas partis via le système de quotas imposé par l'Arabie saoudite, mais illégalement avec des visas touristiques en passant par les intermédiaires. France 24. À Ben Garden, au sud tunisien, la famille de Fatiha pleure un mort. Son mari, qui est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il effectuait un pèlerinage à la Mecque. Selon la tradition musulmane, un pèlerin qui meurt à la Mecque est enterré sur place. Fatiha, elle, est rentrée le cœur lourd. J'ai fait le tour des lieux. Je suis allée voir les pèlerins libyens, turcs. Je suis allée dans les hôpitaux, mais je n'arrivais pas à le trouver. Je l'ai cherché partout, en montrant sa photo, mais rien. Ce n'est qu'au bout de 6 jours qu'elle a été informée du décès de son mari. Les raisons de ce délai, un problème d'identification. Fatiha et son époux n'étaient pas enregistrés comme pèlerins. Le couple était parti le 14 mai avec un visa touristique, sans autorisation pour la période du pèlerinage, mais ils sont restés pour l'effectuer. Comme Amar, parti avec son épouse. Nous ne pouvons pas faire autrement. Avec le système des quotas, vous attendez parfois 20 ans avant d'être tiré au sort. Et c'est très cher, plus de 20 000 dinars par personne.
Cette année, la Tunisie a reçu 211 000 candidatures, mais était autorisée à faire partir seulement 10 982 pèlerins. Amar a donc payé la moitié du prix officiel en passant par un intermédiaire qui lui a organisé le voyage. On part avec quelqu'un d'ici qui connaît bien l'Arabie Saoudite. Il nous met dans une maison qu'on loue, proche des lieux de prière, et on fait tout à pied. Des trajets à pied sous des températures de 50 degrés, sans guide et avec des flux de milliers de personnes. La femme d'Amar s'est égarée sans téléphone. Elle était toujours portée disparue au moment où nous bouclions ce reportage. Ce phénomène de pèlerinage parallèle inquiète. C'est le ministère des Affaires religieuses avec une délégation officielle qui s'occupe de toute la logistique et qui organise tout pour les pèlerins tirés au sort par le système de quotas. Pour ceux qui sortent de ce circuit, les agences de voyage n'ont pas le droit de proposer un pèlerinage hors du système légal. Selon les autorités saoudiennes, sur les 1301 morts, 83% n'étaient pas autorisés à faire le pèlerinage. Et destination la RD Congo, elle compte de nombreux diplômés sans emploi actuellement. Pour répondre à cette crise du travail, le gouvernement a promis de créer plus de 6 millions d'emplois d'ici 2030. Une promesse qui fait renaître de l'espoir chez les jeunes Congolais. France 24. C'est devenu un rituel pour Grâce. Tous les jours, elle scrute les annonces d'emploi diffusées sur les réseaux sociaux. La majorité de postes, vous voyez, comme par exemple, on vous dit une seule place. Attendez, dans le groupe, on est plus de 1000, 2000 et vous offrez une place. Donc les chances sont encore réduites. À 32 ans, Grâce est sans emploi fixe malgré un diplôme de droit obtenu en 2019. Elle enchaîne les petits boulots depuis 5 ans, comme ici sur ce chantier où elle supervise l'avancée des travaux d'un particulier. Des fois, je me dis, j'ai raté ma vie. Voilà. Comme ça, parce que j'ai pas eu la chance de faire vraiment jusque-là ce qui est ma passion et tout. Je me suis plus éloignée juste parce que je n'avais pas de travail, je n'ai pas de choix. À Kinshasa, il n'existe pas de statistiques sur les jeunes diplômés sans emploi, mais les autorités le concèdent, ils sont nombreux. Alors pour y remédier, le gouvernement a fait de l'accès au travail une priorité nationale et a annoncé la création de plus d'1 million d'emplois par an. Nous avons en premier lieu comme action créé plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. Une bonne nouvelle pour la société civile. Ce collectif de jeunes s'est formé pour suivre l'avancée de cet engagement. Dans une lettre ouverte, ils demandent au gouvernement des actions concrètes. Qu'elle puisse nous faire un plan, elle va créer combien d'emplois, dans quel secteur et avec, pour quelle catégorie des gens. Et là, nous serons un peu rassurés, mais nous dire seulement nous allons créer autant, non, nous avons entendu beaucoup de promesses dans ces pays. Ces jeunes rappellent qu'en République démocratique du Congo, la Constitution garantit le droit au travail, mais environ 40% de la population est sans emploi, selon les autorités. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.